Ce qu'il faut comprendre à propos de la pornographie, c'est qu'elle reconfigure littéralement le cerveau. Le cortex préfrontal, cette partie du cerveau responsable du contrôle des impulsions, est particulièrement affectée. L'une des dernières choses que Thomas Crooks aurait recherché sur Internet avant de tenter d'assassiner l'ancien président Donald Trump, c'était de la pornographie. Cela a remis sur le devant de la scène la question taboue de l'addiction à la pornographie. L'âge moyen de la première exposition à de la pornographie est actuellement de 12 ans. Et selon moi, il ne fera que baisser. Claire Morel est une défenseure engagée de la protection de l'enfance et une voix majeure dans le débat sur la sécurité numérique. Elle est analyste principale en politique publique au Ethic and Public Policy Center. Les enfants n'ont plus besoin de chercher la pornographie. Elle vient à eux sur les réseaux sociaux. Voici American Thought Leaders, je suis Yann Yekelek. Claire Morel, c'est un plaisir de vous recevoir sur American Thought Leaders. Merci beaucoup de m'avoir invité, Yann. Claire, the Daily Beast reported something very odd. Claire, le Daily Beast a rapporté quelque chose de très étrange concernant ce que la source du FBI a découvert sur le téléphone de Thomas Crooks, l'homme qui a tenté d'assassiner Trump. And that was that the last internet search, apart from a few things that he had done on the phone, like communicating with his parents. Après avoir communiqué avec ses parents, sa dernière recherche sur Internet portait sur de la pornographie. Qu'en pensez-vous? So I figure this is a great place to start. What's happening here? C'est choquant. Pourquoi diable aurait-il recherché de la pornographie juste avant de tenter d'assassiner Donald Trump? Cela illustre à quel point la pornographie en ligne est addictive pour cette génération, précisément parce qu'elle est omniprésente et facilement accessible. Les jeunes n'ont même plus besoin de la chercher. Elle leur parvient directement via les réseaux sociaux. La nature même de la pornographie favorise l'addiction. Lorsqu'elle devient addictive, il n'est pas surprenant qu'une personne se tourne instinctivement vers son téléphone pour en rechercher, en quête d'une nouvelle dose de dopamine. Il faut bien comprendre que la pornographie modifie profondément le fonctionnement du cerveau, et ce, de plusieurs façons. D'abord, elle crée des circuits neuronaux liés à l'habitude, incitant l'individu à ressentir un besoin constant d'y accéder, en raison du taux très élevé de dopamine libéré à chaque exposition. Le cerveau finit par être programmé pour réclamer et rechercher activement ce niveau de dopamine. Ce neurotransmetteur, associé au plaisir, entraîne un besoin compulsif qui pousse la personne à répéter encore et encore ce comportement. Nous ne parlons plus simplement d'enfants qui tombent par hasard sur un magazine Playboy chez un oncle. Aujourd'hui, les jeunes sont confrontés à des expériences sexuelles en ligne interactives extrêmement violentes, qui déclenchent une réponse dopaminergique très puissante et reconfigurent leur cerveau pour qu'ils recherchent sans cesse une stimulation plus intense. De plus, la pornographie en ligne désensibilise le cerveau au plaisir naturel du quotidien, à cause du niveau extrême de stimulation qu'elle procure. Les utilisateurs développent ainsi un besoin permanent d'accéder à ces contenus toujours plus intenses, au détriment des plaisirs simples de la vie réelle, entraînant une véritable désensibilisation. C'est un problème d'une gravité alarmante, auquel trop peu de personnes prêtent attention. Il s'agit d'une crise de santé publique invisible, qui provoque des effets physiques et psychologiques considérables chez les enfants à un âge où leur cerveau est encore en plein développement. Ils deviennent très tôt addicts à un contenu profondément nocif pour leur bien-être mental et émotionnel. Cela nuit gravement à leur capacité à nouer des relations et engendre des conséquences sociales plus larges au sein des jeunes générations exposées à ce type de contenu. Ce que vous décrivez n'affecte pas seulement les enfants, mais l'ensemble de la société. Le même phénomène se produit également chez les adultes, à la différence que le cerveau des enfants est beaucoup plus malléable et vulnérable. Pourriez-vous nous donner une idée de l'ampleur de ce phénomène? Nous allons principalement parler des enfants aujourd'hui, mais il est essentiel de préciser que ce problème touche aussi les adultes, bien que les implications juridiques diffèrent légèrement. Pour revenir à ce que vous disiez sur la plasticité du cerveau des enfants, c'est précisément la raison pour laquelle nous nous concentrons particulièrement sur eux. Leur cerveau est encore en plein développement et leurs connexions neuronales sont en cours de formation. Si ces connexions se construisent autour de la pornographie, cela deviendra dangereux et il sera difficile pour eux de surmonter cette addiction par la suite. Concernant l'ampleur de ce phénomène, il est très difficile de le mesurer avec précision. De nombreuses études reposent sur des déclarations personnelles. On y interroge des adolescents sur leur consommation
consommation de pornographie, la fréquence à laquelle ils y accèdent et s'ils y ont été exposés accidentellement ou volontairement. Une enquête réalisée en 2022 par Common Sense Media auprès d'adolescents âgés de 13 à 17 ans a révélé que plus des 3/4 d'entre eux avaient déjà consulté du contenu pornographique. Selon cette étude, l'âge moyen de la première exposition à la pornographie est de 12 ans et la majorité des jeunes interrogés affirment avoir été exposés à ce type de contenu par accident, simplement en cliquant sur un lien dont ils ignoraient la nature. C'est un phénomène très répandu. L'une des raisons principales de cette exposition massive est que les enfants disposent aujourd'hui d'un smartphone en permanence. Cela leur donne un accès illimité et instantané à ces contenus. C'est une situation totalement inédite, car autrefois, il était bien plus difficile pour un enfant d'accéder à la pornographie et il devait souvent la rechercher activement. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les enfants n'ont même plus besoin de chercher la pornographie, c'est elle qui vient à eux. Un enfant curieux qui s'attarde un peu trop longtemps sur une publication en ligne peut rapidement être entraîné dans une spirale dangereuse et inappropriée de contenu sexuel. Ensuite, les algorithmes de ces plateformes prennent le relais et continuent de lui proposer encore plus de ce type de contenu. Nous constatons également que l'âge moyen auquel un enfant reçoit son premier smartphone est désormais descendu à seulement 10 ans. Cela signifie que l'âge moyen d'exposition à la pornographie, actuellement estimé à 12 ans, pourrait encore diminuer dans les années à venir. La réalité, c'est que nous avons littéralement placé entre les mains des enfants de véritables ordinateurs connectés, équipés d'applications où ils tombent régulièrement et bien souvent involontairement, sur des contenus extrêmement inadaptés. Ils seront exposés à toutes sortes de contenus suscitant de l'excitation sans être en mesure de comprendre les conséquences de leur consultation. Les enfants sont naturellement impulsifs. Ils ne réfléchissent pas aux conséquences à long terme et sont simplement curieux par nature. L'industrie pornographique exploite précisément cette curiosité innée des jeunes en diffusant ces contenus sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Il existe d'ailleurs une relation symbiotique entre les sites pornographiques et les applications pour adultes comme OnlyFans. Les acteurs de cette industrie et ces plateformes utilisent directement les réseaux sociaux pour attirer de nouveaux utilisateurs. Il est ainsi extrêmement facile pour un enfant de tomber par hasard sur ces contenus et de se dire spontanément « Tiens, qu'est-ce que c'est ?» avant de cliquer sur un lien sans réfléchir davantage. Le problème, c'est que leur cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la maîtrise de soi, du contrôle des impulsions et de la régulation émotionnelle, n'est pas entièrement développé avant l'âge de 25 ans. Il est tragique de voir ces enfants, dont le cerveau est encore en pleine maturation, précipités dans un univers en ligne qu'ils ne peuvent affronter. J'ai résumé cette situation en parlant du grand paradoxe numérique d'aujourd'hui. Les enfants ont désormais plus facilement accès à du contenu pour adultes que jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. Voilà le type de monde dans lequel ils se retrouvent projetés. Ils ont accès à toutes sortes de contenus pour adultes auxquels même les adultes n'avaient jamais eu accès à travers l'histoire. Absolument. Nous sommes confrontés à un niveau d'accès sans précédent, inédit dans l'histoire, rendu possible par les avancées technologiques. Parallèlement, les enfants n'ont jamais été aussi mal préparés à gérer ce type de contenu, précisément parce que leur cerveau est encore en plein développement. Lorsqu'ils naviguent sur les réseaux sociaux, la stimulation constante de dopamine qu'ils reçoivent entrave le développement de leur cortex préfrontal. Ce circuit cérébral de la récompense prend alors le dessus sur les fonctions émotionnelles et sur le contrôle de soi, qui dépendent du cortex préfrontal. Ces technologies ont été intentionnellement conçues pour exploiter les vulnérabilités naturelles du cerveau humain. En conséquence, le cerveau des enfants se façonne d'une manière nuisible à leur bien-être et à leur réussite à long terme. Ils reçoivent également des messages contradictoires sur la manière de gérer ce type de situation. Cela crée un effet boule de neige où de multiples facteurs s'accumulent progressivement, poussant une personne à franchir cette porte et à sombrer dans l'addiction. Oui, laissez-moi expliquer précisément ce qui se passe afin que nous puissions bien comprendre ce phénomène. Aujourd'hui, l'univers en ligne, et je ne parle même pas des sites pornographiques extrêmes, mais simplement des réseaux sociaux comme Snapchat ou TikTok, est saturé de contenus sexualisés qui façonnent la perception des jeunes. Il est essentiel de comprendre que le média lui-même véhicule un message. Et celui que transmettent ces réseaux sociaux, c'est que la sexualité est banalisée, y compris sous des formes violentes et agressives. Les enfants, en quête de validation sociale à travers les likes et les abonnés, sont encouragés à publier des photos d'eux-mêmes dans des poses ou des tenues de plus en plus sexualisées. Ils en viennent à considérer cela comme normal.
car le contenu auquel ils sont quotidiennement exposés est lui-même fortement sexualisé. L'industrie pornographique et les grandes plateformes exploitent ainsi leur vulnérabilité naturelle. Ce phénomène se produit sur des applications dont les parents ne réalisent souvent pas l'ampleur des risques. Prenons l'exemple de Snapchat, une plateforme extrêmement populaire chez les jeunes. En seulement 4 clics, un enfant peut accéder directement au site Pornhub. Pire encore, les fils d'actualité personnalisés For You de Snapchat mettent régulièrement en avant des contenus inappropriés. Les dispositifs de contrôle parental intégrés à ces plateformes sont largement inefficaces. Même si un parent installe un filtre pour bloquer l'accès aux sites pour adultes, il existe des failles majeures. Peu de parents savent, par exemple, que certains réseaux sociaux intègrent leur propre navigateur. Donc si un enfant clique sur un lien menant à Pornhub directement depuis Snapchat, il peut accéder au site sans jamais quitter l'application, ce qui rend cette activité totalement invisible pour les parents. De plus, les filtres installés sur le téléphone ne s'appliquent pas à ces navigateurs internes. Avec la prolifération des smartphones et des centaines d'applications disponibles, les portes d'accès à ces contenus nocifs sont innombrables, ce qui rend la surveillance parentale très difficile. La situation est réellement préoccupante. C'est pourquoi une partie essentielle de mon travail consiste à plaider pour des réglementations plus efficaces afin d'accompagner les parents et de mieux protéger les enfants. You said something earlier which I think I need you to explain a little bit more because Vous reprenez la théorie de Marshall McLuhan en disant que le média est le message et vous expliquez aussi que les contenus diffusés sur les réseaux sociaux sont fortement sexualisés. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par là? Can you qualify what you mean by that exactly? Because that's not necessarily obvious, right? At all, in fact. Yes, let me explain. Je vais apporter quelques précisions. Les réseaux sociaux sont conçus pour pousser les utilisateurs à accumuler le plus grand nombre possible d'abonnés et de likes. Il s'agit d'un véritable écosystème, basé sur des chiffres et des statistiques. Combien avez-vous d'abonnés? Combien de personnes ont aimé vos photos? Par nature, les êtres humains sont attirés par le sexe et éprouvent du désir. Les enfants, tout comme les adultes, ressentent naturellement une curiosité à ce sujet. Sur les réseaux sociaux, ce qui devient populaire ou viral, c'est souvent le contenu le plus sexualisé, le plus débridé ou encore le plus extrême. Et il ne s'agit pas seulement de contenus sexualisés, les contenus violents ou très sensationnels prospèrent également en exploitant nos pulsions les plus élémentaires. C'est dramatique, car les plateformes exploitent justement ces aspects-là, ceux vers lesquels notre cerveau est naturellement attiré. Ce type de contenu se répand massivement parce que les algorithmes détectent ce que les utilisateurs aiment, ce qu'ils regardent le plus longtemps, ce qui retient leur attention et leur en proposent ensuite davantage, qui sont toujours plus intenses. Les enfants présents sur ces plateformes veulent naturellement avoir des amis, des abonnés et des likes. Ils comprennent très vite qu'une photo sexualisée ou un selfie provoquant génère plus d'intérêt, ce qui les encourage à publier ce genre de contenu. Cela plonge ainsi les enfants dans un univers d'adultes. Une professeure de Harvard, Leah Plunkett, a réalisé une étude sur les espaces live de TikTok. Elle a découvert que certains spectateurs encourageaient et poussaient de jeunes filles à réaliser, en direct sur TikTok, des actes frôlant la pédopornographie. Elle a comparé cela à une rue remplie de clubs de striptease dans lesquels on verrait des adolescentes de 15 ans. Nos enfants ne devraient absolument pas être exposés à cela, ni poussés à agir ainsi. Pourtant, l'univers numérique actuel favorise précisément ce phénomène, ce qui crée un cercle vicieux. Qu'est-ce que Big Porn? Le terme Big Porn désigne les grandes entreprises et plateformes de pornographie en ligne. Beaucoup de gens les voient comme des sites gratuits et s'interrogent sur leur modèle économique. Comme les géants du numérique, Big Tech, l'industrie pornographique a adopté un modèle économique basé sur la publicité. Elle propose gratuitement du contenu, mais génère d'importants revenus grâce aux publicités. Le but est de rendre les utilisateurs accros afin qu'ils soient incités à souscrire ensuite à leurs services premium, payants et sans publicité. C'est une industrie extrêmement prédatrice, comparable à celle de l'alcool ou du tabac. Elle cherche activement à rendre les utilisateurs dépendants pour qu'ils continuent à consommer et à payer davantage. Malheureusement, dans ce processus, l'innocence des enfants devient un dommage collatéral. Ces entreprises diffusent massivement leur contenu sur les réseaux sociaux et capturent ainsi de jeunes enfants dans leur filet. Voilà comment je définis Big Porn. Il s'agit des entreprises qui dirigent ces sites web et qui sont derrière le contenu promu sur les réseaux sociaux. My sense is that this is a really big issue, but
La pornographie est un problème majeur dont on parle peu. Le lien avec Thomas Crooks, par exemple, est la première fois depuis longtemps que je vois ce sujet abordé aussi franchement. Ce n'est tout simplement pas un thème qui revient souvent dans le débat public. L'une des difficultés liées à la pornographie vient du fait qu'il existe un réel tabou autour de ce sujet. C'est un thème sensible qu'il est compliqué d'aborder ouvertement. Pourtant, si nous voulons vraiment protéger les enfants et changer les choses, il est essentiel d'accepter d'avoir ces conversations difficiles. Compte tenu de sa très grande diffusion, beaucoup de gens se sentent directement concernés par ce problème. Voici un chiffre révélateur. Une étude australienne réalisée en 2017 montre que lorsqu'on a interrogé des hommes âgés de 15 à 29 ans sur leur usage de la pornographie, 100% d'entre eux avaient déjà visionné des contenus pornographiques. Aucun participant de ce groupe d'âge n'a pu être trouvé qui n'en avait jamais vu. Cela illustre à quel point le smartphone, Internet et les réseaux sociaux ont profondément transformé la situation. Aujourd'hui, tout le monde est touché ou exposé à ce phénomène. Malheureusement, en raison de son caractère addictif, la pornographie attire facilement les gens et les piège. Elle devient alors une lutte solitaire marquée par la honte, où les personnes concernées ne savent même pas comment exprimer le fait qu'elles se sentent profondément attirées ou dépendantes. Voilà précisément la force destructrice de ce phénomène. Lorsqu'elle rend les gens dépendants, la pornographie leur rend aussi extrêmement difficile d'en parler ou de demander de l'aide publiquement. L'un des grands défis liés à la pornographie, c'est le tabou qui l'entoure. C'est un sujet sensible, difficile à aborder ouvertement. Pourtant, si nous voulons réellement protéger les enfants et faire évoluer les choses, il est essentiel d'oser avoir ces conversations difficiles. Avec la diffusion massive de la pornographie, de plus en plus de gens se sentent directement concernés par ce problème. Ces personnes ressentent souvent une grande culpabilité ou une honte face à leur addiction, et cela me touche profondément. Mon but n'est absolument pas de culpabiliser les personnes qui sont tombées dans cette addiction, car ce n'est pas leur faute. Les grandes entreprises pornographiques, Big Porn, ont intentionnellement conçu leurs produits pour exploiter les faiblesses et les vulnérabilités humaines. Il faut avoir le courage de les affronter pour s'attaquer à la racine du problème. Nous devons dire clairement, oui, nous voulons bloquer l'accès à ce contenu pour les enfants, en rendant son accès aussi difficile que possible. Mais il est également indispensable de s'attaquer directement à ces grandes entreprises pornographiques pour réellement aider les gens à sortir de ce piège. De façon plus personnelle, je connais beaucoup de personnes qui luttent depuis des années contre cette addiction et qui font tout leur possible pour s'en libérer. Elles doivent souvent verrouiller complètement leurs appareils numériques, exactement comme un alcoolique doit éviter totalement l'alcool. Si une personne est alcoolique, elle ne peut pas prendre une seule goutte d'alcool. Mais avec Internet, cela devient beaucoup plus complexe. And have some sort of accountability system like, the Il faudrait effectivement mettre en place une sorte de système similaire à celui des alcooliques anonymes. Exactement. Les spécialistes en addictologie définissent le caractère addictif d'une substance ou d'une activité en fonction de la quantité de dopamine qu'elle libère dans le cerveau. Les drogues comme l'héroïne ou la cocaïne sont extrêmement addictives car elles libèrent une quantité anormalement élevée de dopamine. Or, des études ont montré que la pornographie en ligne interactive produit un effet très similaire. Elle libère également un taux extrêmement élevé de dopamine. Cela la rend intrinsèquement addictive, car la dopamine génère un besoin compulsif. Dès qu'une personne regarde ce type de contenu, elle ressent aussitôt l'envie irrésistible de cliquer à nouveau pour en voir davantage et obtenir une nouvelle dose. Nous devons donc considérer la pornographie comme une véritable addiction, à réguler de la même manière que nous régulons l'alcool, le tabac ou les drogues. Nous savons que ces substances sont difficiles à éviter et qu'elles nuisent à la santé et au développement, en particulier chez les enfants. Nous devons nous attaquer directement à la source et restreindre l'accès. Cependant, c'est particulièrement compliqué quand la substance en question est disponible sur Internet, accessible à tout moment dans nos poches, 24 heures sur 24. Well, if we're talking about dopamine, I can't help but think of, Quand vous parlez de dopamine, je pense aussi à l'ocytocine. Une grande partie de ce problème vient justement du fait que nous avons constamment notre appareil avec nous. Cela nous empêche d'avoir des relations humaines authentiques, ce qui alimente davantage ce cercle vicieux. On voit souvent des gens marcher en fixant leur téléphone ou des familles assises ensemble où chacun a les yeux rivés sur son écran.
Oui, il y a une différence fondamentale entre la dopamine et l'ocytocine, comme l'a expliqué Arthur Brooks dans ses recherches sur le bonheur. Ces deux hormones jouent un rôle dans le plaisir, mais pas de la même façon. La dopamine, c'est la récompense immédiate, celle qui crée un besoin compulsif de répéter l'action qui l'a déclenchée. Mais au fond, elle ne procure jamais une vraie satisfaction. Elle entretient juste cette envie permanente d'en avoir toujours plus. L'ocytocine, à l'inverse, naît des interactions réelles, dans la vraie vie. Elle est libérée par le contact visuel, le toucher physique, les liens profonds entre les gens. C'est elle qui soude une mère et son bébé, un couple, des amis. Quand on est ensemble, qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se touche, qu'on partage un vrai moment, c'est l'ocytocine qui agit. Et c'est cette hormone qui permet de créer la confiance, l'amour, le sens des responsabilités, des piliers essentiels pour bâtir une société solide et épanouie. Le monde numérique, lui, ne produit pas d'ocytocine. Il ne génère que des interactions superficielles, entièrement basées sur la dopamine. Chaque like, chaque nouvel abonné donne aux enfants une mini-décharge de dopamine, ce qui les pousse à revenir encore et encore. C'est pourquoi je répète souvent aux parents et aux décideurs politiques que limiter le temps d'écran ne suffit pas. Même 15 minutes par jour suffisent pour enclencher ce mécanisme addictif. Leur esprit reste captif toute la journée. Qui a aimé ma photo? Qui s'est abonné à mon compte? Je dois vérifier. Ce besoin incessant de retourner en ligne pour une nouvelle dose de dopamine devient une véritable obsession. Et la pornographie fonctionne exactement de la même manière. Elle joue sur le même circuit de récompense. Toujours plus, jamais assez et jamais de vraie satisfaction. On entraîne ainsi des enfants à devenir des drogués de la dopamine, accros aux réseaux sociaux, accros à la pornographie, incapables de nouer de vraies relations dans le monde réel. Les études sont claires. L'ocytocine ne se libère pas à travers un écran. Même en discutant sur Zoom, en voyant le visage de quelqu'un en direct, rien ne se passe sur le plan hormonal. Seule la vraie présence humaine déclenche cette connexion essentielle. Alors, si les enfants grandissent dans un monde virtuel, s'ils passent leur enfance connectée, mais jamais réellement en lien, quelles seront les conséquences sur la formation des couples, des familles et au final, sur la société tout entière? On commence déjà à en voir les effets. Solitude, anxiété, dépression en forte hausse. C'est un paradoxe. Jamais nous n'avons été aussi connectés. Et pourtant, jamais les gens ne se sont sentis aussi seuls. Pourquoi? Parce que les relations virtuelles sont creuses. Elles nourrissent juste cette soif de dopamine, mais ne comblent jamais le vrai besoin humain d'être aimé, reconnu et compris. Alors, qu'est-ce qu'on veut vraiment pour nos enfants? Leur réussite, leur bonheur sur le long terme. Et pour ça, il faut les reconnecter à la vraie vie. Toutes les grandes études sur le bonheur le montrent. Le facteur numéro 1 de la réussite et du bien-être à l'âge adulte, c'est la maîtrise de soi acquise dès l'enfance. Les personnes qui apprennent à différer la gratification, à patienter, à contrôler leurs impulsions, deviennent des adultes plus heureux et plus épanouis. Or, les réseaux sociaux et la pornographie sapent précisément cette capacité. Ils conditionnent à l'instantané, au toujours plus, à l'absence totale de contrôle. Et en faisant ça, on est en train de détruire la base même d'une vie heureuse et équilibrée. That we would want to build for a long-term life of happiness. You're basically saying that pornography is just sort of like a heightened version of what La pornographie, c'est une version poussée à l'extrême de ce qui se passe déjà avec beaucoup d'interactions en ligne. Elle empêche le développement de relations humaines normales. Elle accentue aussi l'isolement. Early stage of the brain coming together, we don't even have any idea of what the impact will be, but it does create a certain level of isolation. Les enfants développent naturellement des habitudes, et notre rôle est de les guider vers celles qui les aideront à devenir des adultes autonomes et épanouis. Si on les habitue aux écrans dès leur plus jeune âge, on les enferme dans un piège. Ils risquent de devenir dépendants, non seulement aux appareils eux-mêmes, mais aussi aux contenus nuisibles qu'ils trouvent en ligne. C'est un point essentiel. Les enfants sont en pleine construction, constamment influencés par ce qui les entoure. La vraie question qui se pose, c'est de savoir à quel type d'adulte nous les préparons à devenir. On ne parle pas suffisamment aujourd'hui de l'importance d'apprendre à retarder la gratification. Ce serait bénéfique aussi bien pour les enfants que pour les adultes d'avoir cette notion. À notre époque, tout est axé sur la gratification immédiate. Oh, it's instant. It's all instant. Yes.
And it's all hyper novel. Like there's always you'll never run out of content, you know. It's like the feed. Exactement. Et tout ça est totalement nouveau, au point qu'il est impossible d'épuiser tout le contenu disponible. Les fils d'actualité des réseaux sociaux sont conçus pour ne jamais s'arrêter. On parle de défilement infini ou de lecture automatique. Ces fonctions qui servent en permanence du contenu, sans pause, sans fin. Ce système conditionne littéralement nos enfants à être des consommateurs permanents. Pourtant, si vous demandez aux parents, la plupart veulent que leurs enfants deviennent des adultes capables de contribuer à la société. Mais les écrans font exactement l'inverse. Ils apprennent aux enfants à consommer passivement, à se distraire sans effort ni réflexion. Résultat, ils freinent leur créativité et leur capacité à être réellement productifs. Vous avez beaucoup réfléchi à cette question. Récemment, j'ai lu le livre de Jonathan Haidt. Il plaide pour la suppression totale des écrans à l'école et il félicite des écoles qui prennent cette décision. Quel est votre avis à ce sujet? Oui, je vais d'ailleurs bientôt publier un livre intitulé « Sortir du numérique, manifeste pour libérer nos enfants ». Si j'ai choisi ce titre, c'est parce que j'appelle les parents à rejeter totalement ces technologies dans l'enfance. Je le dis sans détour, les smartphones et les réseaux sociaux sont bien trop dangereux et nocifs pour les enfants. Toutes les stratégies de réduction des risques proposées par les géants du numérique, leurs alliés libertariens et même certains pédiatres ne suffisent pas. Je veux faire comprendre aux parents qu'ils n'ont pas à accepter ces technologies comme une fatalité. Non, elles ne sont pas une étape incontournable de l'enfance. Il est tout à fait possible d'offrir à son enfant une enfance sans smartphone, sans réseaux sociaux, sans écran interactif. Nous pouvons leur permettre de grandir sereinement, de préserver leur développement cérébral, pour qu'ils deviennent des adultes autonomes, épanouis et capables de maîtriser leurs désirs au lieu d'être conditionnés à la gratification immédiate. Il est donc essentiel de remettre en question cette idée que ces outils sont inévitables, si elles sont nocives pour eux, mais aussi pour les adultes. Nous devons protéger l'enfance durant la période où ils sont vulnérables, où leur cerveau se développe, où leurs habitudes se forment, pour qu'ils puissent devenir des adultes matures et en bonne santé. Je veux dire aux parents que c'est possible. De nombreuses familles ont déjà fait ce choix, et elles en retirent d'immenses bénéfices. Mon livre propose une vision positive. Il montre à quoi peut ressembler une enfance débarrassée du numérique. Mais même ainsi, ils seront quand même exposés à ces technologies. Oui, on ne peut pas totalement éviter cette exposition. Les mesures que vous décrivez ne peuvent toujours pas être appliquées de façon absolue. Est-ce seulement possible à notre époque? Le plus grand défi pour les parents à l'ère du numérique, c'est que ces technologies sont partout. Et malheureusement, elles sont aussi omniprésentes chez les enfants. Mon livre vise à donner aux parents des clés concrètes pour agir. Je propose de créer un foyer et une famille libérés de ces technologies, parce que l'influence la plus forte sur un enfant vient toujours de son environnement familial. Si nous pouvons faire en sorte que ces espaces restent préservés, cela fera déjà une énorme différence. Mais vous avez raison, ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi mon livre explore aussi ce que les communautés peuvent faire ensemble. Les parents peuvent s'unir avec d'autres familles de leur quartier, de l'école ou de leur église et dire « Ensemble, ne donnons pas ces appareils à nos enfants ». Ainsi, votre enfant ne sera pas le seul à vivre sans écran. Il aura des amis qui grandissent aussi dans un environnement plus sain, où ils passent du temps dehors, jouent, explorent et construisent lors de vrais souvenirs loin du numérique. Même si vous ne trouvez que 4 ou 5 familles partageant cette vision, cela peut être un antidote puissant face à l'omniprésence des écrans. Si vous pouvez créer une communauté où l'enfance rime avec jeux en plein air, musique, sport, activités créatives et non avec écran, vous offrez à vos enfants un cadre bien plus équilibré. Le livre parle aussi du rôle des écoles. Elles peuvent prendre des mesures pour protéger l'environnement social des élèves et éviter que la technologie ne devienne un obstacle à leur développement.
Le dernier chapitre du livre s'adresse aux décideurs politiques. Je rappelle qu'à une époque, lorsque la société a pris conscience que des substances comme le tabac ou l'alcool étaient nocives pour les enfants, on n'a pas laissé la responsabilité aux seuls parents. Nous avons fait le choix, pour le bien commun, d'éloigner ces dangers de leur quotidien. Je plaide pour que nous fassions la même chose avec les réseaux sociaux et la pornographie en ligne, en instaurant de vraies restrictions d'âge pour soutenir les parents dans cette tâche. Mais aucun parent ne peut protéger son enfant à 100%. Je crois qu'il est essentiel de faire tout ce qui est possible pour les protéger, mais aussi de les préparer. La meilleure protection, c'est une bonne préparation. Apprendre à son enfant quoi faire lorsqu'il est exposé à du contenu inapproprié et comment réagir. Il faut avoir ces conversations tôt et souvent, car aujourd'hui, l'âge moyen où un enfant reçoit un smartphone est de 10 ans, et celui de la première exposition à la pornographie est de 12 ans. J'encourage vivement les parents à en parler avec leurs enfants dès le plus jeune âge et régulièrement. Il faut leur dire « Si tu tombes sur quelque chose d'inapproprié, viens m'en parler. Détourne le regard et dis-le-moi. Tu ne seras pas puni, mais je veux qu'on en discute ensemble. Je veux t'aider à comprendre ce que tu as vu. » L'objectif, c'est que les parents deviennent la première source d'information et de soutien pour leurs enfants, parce qu'ils seront forcément curieux. Et s'ils ne trouvent pas de réponse chez leurs parents, ils iront les chercher ailleurs, sur Internet ou auprès de leurs amis. Il y a une responsabilité de protection, mais il faut aussi être réaliste. Ces contenus sont omniprésents. Il est donc tout aussi essentiel d'apprendre aux enfants à réagir intelligemment lorsqu'ils y sont confrontés. À quoi ressemble concrètement cette conversation? Peut-être en avez-vous déjà eu une? Oui, et je peux vous en parler. Je précise simplement que je ne suis pas encore parent d'enfants préadolescents ou adolescents. Mon aîné n'a que 4 ans, mais j'ai eu de nombreuses discussions avec des parents concernés et je leur ai demandé de me montrer comment ils abordent ce sujet avec leurs enfants. Une organisation que je recommande vivement aux parents est Protect Young Eyes. Son fondateur, Chris McKenna, parle de la règle des 10 avant 10. 10 conversations sur la pornographie avant l'âge de 10 ans. Il explique que ce sujet ne doit pas être abordé en une seule fois, dans une discussion longue et solennelle où l'on essaie d'expliquer tout d'un coup. Au contraire, il faut en parler régulièrement, de façon naturelle, par petites touches. Par exemple, si jamais tu vois quelque chose d'étrange ou d'inapproprié sur le téléphone d'un ami, ou si quelqu'un te montre une image qui te met mal à l'aise, viens m'en parler. L'objectif est de créer un climat de confiance, où l'enfant sait qu'il peut se tourner vers ses parents sans crainte, poser des questions et partager ses expériences sans peur d'être puni ou jugé. Je recommande aussi le livre Good Pictures, Bad Pictures, que je lis déjà à mon enfant de 4 ans. Il existe même une version adaptée aux plus jeunes, qui explique qu'il existe de bonnes images et de mauvaises images. Si un enfant tombe sur une mauvaise image, le livre lui apprend à détourner le regard et à en parler immédiatement à un adulte de confiance pour comprendre ce qu'il a vu. Les mauvaises images sont définies simplement. Ce sont celles qui montrent des parties intimes ou des personnes nues. Avec un langage accessible, le livre aide les enfants à comprendre que ces images ne sont pas adaptées à leur âge et qu'il ne faut pas les regarder. C'est un outil que je recommande vraiment aux parents, car il permet d'aborder le sujet sans dramatiser, mais en posant des bases claires. Et non, 4 ans n'est pas trop tôt pour en parler. L'objectif n'est pas de donner trop de détails, mais d'établir un cadre simple et rassurant. On ne regarde pas ce genre d'image. Si jamais tu en vois une par accident, viens m'en parler. Je suis là pour t'aider. D'ailleurs, plusieurs États ont déjà adopté des lois pour restreindre l'accès des enfants à la pornographie en ligne. Ces lois sont-elles efficaces? Que faudrait-il faire de plus? Absolutely. So I would say that this is one of the most encouraging aspects of a really sad problem. I think we really delved into. C'est l'un des aspects les plus encourageants d'un problème profondément inquiétant. Nous avons exploré en détail les dangers et la triste réalité de l'exposition des enfants à la pornographie en ligne. Mais la bonne nouvelle, c'est que plusieurs États prennent des mesures et adoptent des lois pour y remédier. Plus de 12 États ont déjà adopté des lois imposant une vérification de l'âge sur les sites pornographiques. Concrètement, cela signifie que si quelqu'un clique sur un lien menant à Pornhub, il devra prouver qu'il a plus de 18 ans avant d'accéder au site. Ces lois auront un impact considérable.
En réalité, elles en ont déjà un. Pornhub a refusé de se conformer à ces réglementations dans 7 États. Et en conséquence, il a décidé de ne plus proposer son site dans des États comme la Virginie ou le Texas. Cela représente une victoire en soi. Mais la plus grande victoire concerne les enfants qui, dans un État ayant adopté ces lois, cliqueraient par accident sur un lien vers Pornhub depuis Snapchat ou un autre réseau social. Ce sont précisément les endroits où les filtres de contrôle parental ne peuvent pas toujours intervenir. Désormais, si un enfant clique sur un tel lien et atterrit sur le site, il ne pourra rien voir. Il devra prouver qu'il a plus de 18 ans et vérifier son âge. C'est une avancée essentielle qui permettra de protéger les enfants contre ces contenus. Grâce à ces lois, nous pouvons enfin bloquer l'accès aux sites que nous ne voulons pas qu'ils visitent. Actuellement, ces lois sont en vigueur dans 7 des 12 États où elles ont été adoptées. Dans ces États, Pornhub a tout simplement décidé de ne plus proposer son site, préférant cesser ses activités plutôt que de se conformer aux nouvelles règles. Mais la bataille n'est pas terminée. De nombreuses lois font l'objet de recours judiciaires. Les grandes entreprises du secteur de la pornographie intentent des procès pour tenter de les bloquer, arguant qu'elles restreignent l'accès des adultes à la liberté d'expression, la pornographie étant considérée comme une forme d'expression protégée. Cependant, l'obscénité n'est pas protégée par la liberté d'expression. Ces lois, notamment celle du Texas, définissent clairement les sites concernés comme diffusant du contenu nuisible aux mineurs, en se concentrant sur les contenus obscènes. Or, ce type de discours n'est pas protégé, même pour les adultes. Ces lois ont été rédigées de manière très précise et adaptée. Grâce aux technologies modernes de vérification de l'âge, les adultes peuvent désormais prouver leur âge de manière simple, rapide et anonyme. Cela ne constitue donc pas une restriction injustifiée à la liberté d'expression des adultes. Pour ces raisons, je pense que ces lois résisteront au test constitutionnel. Mais cela sera tranché par la Cour suprême. La loi du Texas a été validée par la Cour d'appel du 5e circuit et a été portée devant la Cour suprême, qui a accepté d'examiner l'affaire. Ce sera une décision capitale pour l'avenir de ces lois. Nous verrons comment la Cour suprême se positionnera, mais je suis très optimiste quant à leur validation. We live in a very, complex time because, Nous vivons une époque très complexe. Vous parlez du droit des adultes face à la santé mentale des enfants et de déterminer lequel des deux est le plus important. There's this kind of juxtaposition, which is more important. Yeah. Ce n'est même pas seulement une question de santé mentale des enfants. Nous avons fait l'erreur de privilégier les droits des adultes au détriment de la protection de nos enfants. Les contenus auxquels les enfants ont accès aujourd'hui en ligne, ce qui leur est proposé sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le magazine Playboy trouvé chez leur oncle. Ce sont des contenus profondément violents, explicites, dégradants et déshumanisants. Ces contenus montrent des choses qu'il serait honteux, même pour un adulte, de regarder. Imaginer que des enfants y soient exposés est absolument terrifiant. On y trouve des représentations de viols, d'étranglements, de gifles, de coups. Parmi les recherches les plus populaires sur Pornhub, on retrouve la pornographie liée à l'inceste. Le porno trans ou sissi augmente aussi. Il s'agit véritablement de contenus violents. Pour moi, le fait que des enfants soient exposés à ce type de contenu en ligne équivaut à des abus sexuels sur mineurs. Ils se retrouvent confrontés à des expériences sexuelles interactives où la violence extrême est banalisée. Nous connaissons déjà les effets néfastes que cela entraîne sur leur cerveau, mais les conséquences dépassent leur simple santé mentale et leur développement personnel. C'est également toute la société qui sera affectée, car ces jeunes grandissent en pensant que la sexualité doit être violente. Leurs attentes vis-à-vis des relations amoureuses deviennent profondément déformées, dégradantes et déshumanisantes. Je partage avec vous une dernière anecdote révélatrice. Un enseignant en Irlande a interrogé ses élèves lycéens pour savoir ce qu'ils pensaient que l'autre sexe attendait d'eux dans une relation amoureuse. Les filles pensaient qu'il était normal qu'elles soient giflées, étranglées, frappées et soumises. De leur côté, les garçons pensaient qu'on attendait d'eux qu'ils aient des rapports avec des inconnus, avec le plus de personnes possible, qu'ils soient dominants, agressifs, qu'ils frappent, étranglent et donnent des coups. Ce sont précisément les effets de la pornographie sur le plan sociétal. Pensez aux fondations du mariage et de la famille. Nous voulons que nos enfants établissent des relations saines et non qu'ils considèrent ces interactions violentes comme normales. Les enfants imitent ce qu'ils voient et leurs neurones miroirs sont extrêmement puissants. Ce qu'ils observent à l'écran, ils se sentent poussés à le reproduire dans la vie réelle. Aujourd'hui, nous observons des taux d'abus sexuels entre enfants d'une ampleur jamais vue auparavant. Dans les urgences,
France, médecins et infirmiers signalent de plus en plus de cas d'agressions sexuelles commises par des enfants, par exemple des garçons de 11 ou 12 ans agressant des filles âgées de 4 à 8 ans. Des cas où des élèves ont même agressé sexuellement leurs professeurs à l'école ont également été rapportés. Cela ne devrait pas nous surprendre. Nous savons que les enfants sont naturellement portés à imiter et qu'ils sont facilement influencés par ce qu'ils absorbent. Si c'est ce type de contenu qu'ils consomment, c'est ce comportement qu'ils reproduiront avec les autres et qu'ils intégreront à leurs attentes vis-à-vis des relations humaines. Cette question va bien au-delà de la seule santé mentale individuelle des enfants. Bien sûr, c'est un élément fondamental, mais nous devons aussi être conscients des conséquences au niveau de toute la société. Nous avons trop longtemps privilégié le droit des adultes à accéder à ces contenus, plutôt que de protéger réellement nos enfants et l'avenir de notre société tout entière. Et nous reviendrons certainement plus en profondeur sur ce sujet dans de prochaines éditions d'American Thought Leaders. Claire Morel, ce fut un réel plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Yann. Merci à tous de nous avoir rejoints, Claire Morel et moi-même, pour cet épisode de American Thought Leaders.